Bonjour et bienvenue au cours de probabilité et statistiques. Aujourd'hui, nous allons aborder les tests d'hypothèse. Ces cours est une suite de cours sur les intervalles de confiance. Si vous n'avez pas regardé les intervalles de confiance, il est conseillé de les voir avant de regarder ces cours. Dans l'étude des intervalles de confiance, nous avons abordé la question de la variabilité des mesures. Par exemple, nous avons imaginé la situation où un laboratoire réalise des mesures sur la résistance en compression d'un béton originaire d'un fournisseur. Prenons un exemple comme celui-ci. Un laboratoire a réalisé 15 mesures et a trouvé le résultat suivant 1 mégapascal. Cependant, un second laboratoire réalise lui aussi 15 mesures et trouve des résultats différents. Comme nous l'avons vu dans l'étude des intervalles de confiance, en général, on utilise la moyenne et l'écart type pour donner au lecteur l'information sur la mesure elle-même et les erreurs des mesures. Par exemple, dans l'évaluation 1, nous donnons la moyenne 32,73 et l'écart type 6,8. Pour l'évaluation 2, nous donnons la moyenne 31,6 et l'écart type 3,9. Les intervalles de confiance permettent d'associer des marges d'erreur à ces mesures. Pour les tests d'hypothèse, nous cherchons plutôt à comparer ces mesures et décider si elles sont compatibles entre elles ou non. En effet, les tests d'hypothèse servent à valider ou infirmer des suppositions. Par exemple, nous pourrions faire une supposition. Les moyennes sont identiques et la différence observée est une simple fluctuation statistique sans signification physique. Un autre type de supposition pourrait être les écarts-types sont vraiment différents et la différence observée n'est pas une simple fluctuation statistique, mais là une vraie signification physique. La procédure proposée par les tests d'hypothèse cherche à s'affranchir des fluctuations statistiques pour ne retenir que les suppositions dites statistiquement significatives, c'est-à-dire celles qu'on peut supposer réelles et non pas dues au simple hasard du choix d'un échantillon. C'est-à-dire que les suppositions retenues auront une forte probabilité d'être cohérentes avec les observations réalisées. Cependant, les tests d'hypothèse comportent aussi des risques. Considérons, à titre d'exemple, une population de nombres entiers, celle-ci qui contient un seul nombre pair, beaucoup de nombres premiers et beaucoup de nombres impairs. Prélevons au hasard un échantillon de 3 nombres de cette population. Il faut noter que 3 nombres, cela représente un tiers de la population totale. Imaginez combien de personnes il s'agirait d'interroger pour un sondage concernant la population française. Si, par hasard, nous tombons sur l'échantillon 3, 5, 7, que pouvons-nous supposer sur la population oméga? Par exemple, nous pourrions supposer que tous les éléments d'oméga sont des nombres impairs. Nous pourrions aussi supposer que tous les éléments d'oméga sont des nombres premiers. Nous pourrions aussi dire que le plus petit élément d'oméga est le nombre 3.
Supposons que quelqu'un d'autre, un autre laboratoire, tire un autre échantillon et que par hasard, il tombe sur l'échantillon 3, 11, 17. Il aura tendance à confirmer mes trois hypothèses parce qu'elles sont toutes vérifiées par cet échantillon. Par contre, si l'autre laboratoire tombe sur l'échantillon 9, 11, 17, il va infirmer l'hypothèse que toute la population est formée des nombres premiers. Cependant, les autres hypothèses resteront confirmées. Et que se passe-t-il si par chance ou par hasard il tombe sur l'échantillon de 7, 13? Dans ces cas, l'échantillon infirme l'hypothèse que les nombres sont tous impairs. L'échantillon infirme également l'hypothèse que les plus petits nombres soient 3. Cet exemple simple permet de mettre en évidence que les résultats d'un test dépendent de l'échantillon utilisé. Par conséquent, il y a toujours une incertitude sur la validité de l'hypothèse formulée, même si elle est confirmée par les tests. Ce qui veut dire qu'il y a toujours un risque dans la décision de valider ou non l'hypothèse choisie. Un des objectifs des tests d'hypothèse est de maîtriser et quantifier ces risques. Il faut donc retenir qu'un test ne dira pas si une hypothèse est vraie. Un test examine la cohérence entre les observations et l'hypothèse. Il dira si les données sont cohérentes avec l'hypothèse et si l'hypothèse est cohérente avec les données. Il permettra de détecter les incohérences et d'écarter les hypothèses qui ne correspondent pas aux données. Donc, un test d'hypothèse se destine surtout à affirmer ou infirmer que les données sont cohérentes avec l'hypothèse formulée. Reprenons notre échantillon 3, 5 et 7. En effet, cet échantillon est cohérent avec l'hypothèse tous impairs. Il est aussi cohérent avec l'hypothèse tous premiers. Enfin, il est cohérent avec l'hypothèse que le plus petit nombre est égal à 3. Considérons maintenant l'échantillon 3, 11, 17. Cet échantillon reste cohérent avec les trois hypothèses formulées. Quant à l'échantillon 9, 11, 17, il est incohérent avec l'hypothèse que toute la population soit formée des nombres premiers. Enfin, on arrive à l'échantillon 2, 7, 13. Cet échantillon est incohérent avec l'hypothèse des tous impairs. Il est aussi incohérent avec l'hypothèse que le plus petit est égal à 3. Nous voyons de cette analyse que le langage correct à utiliser est celui de la cohérence entre les données et l'hypothèse. Selon l'analyse et les résultats que nous voyons, parler de cohérence ou d'incohérence entre les données et l'hypothèse est parfaitement justifié et n'induit pas en erreur. Les fondements mathématiques des tests d'hypothèse sont les mêmes des intervalles de confiance. Le premier fondement est le théorème de la limite centrale qui dit que la moyenne empirique tend vers une loi de Gauss. Le deuxième fondement est le théorème de Cochran qui donne la distribution d'un certain nombre de variables dont les écarts type empiriques pour des échantillons d'une loi de Gauss.
Les principes fondamentaux des tests d'hypothèse consistent en utiliser ces théorèmes d'une manière suffisamment. On part toujours d'une hypothèse H0 dont on veut vérifier la cohérence avec les données. On associe à cette hypothèse une variable aléatoire pouvant être calculée à partir des données. On doit la choisir dans l'un des théorèmes. Comme pour les intervalles de confiance, on associe à cette variable une région. Ici, ça sera une région de rejet ou de refus dans laquelle on va considérer que l'hypothèse n'est pas valable. La région complémentaire à la région de rejet est la région d'acceptation. Dans cette région, nous allons considérer que les données et l'hypothèse sont cohérentes. Donc, si la valeur observée est dans la région des refus, nous considérons qu'il y a incohérence entre les données et l'hypothèse. Et dans les cas contraires, nous considérons qu'il y a cohérence entre les données et l'hypothèse, ce qui veut dire que nous pouvons retenir l'hypothèse au moins provisoirement, puisque rien n'indique qu'elle soit fausse, mais nous ne savons toujours pas si l'hypothèse est vraie. Donnons un exemple. Dans les théorèmes de Cochran et dans les théorèmes de la limite centrale, il existe des situations où une variable z est normale de moyenne 0 et écart type 1. Pour une telle variable, la plage des valeurs possibles est l'ensemble des nombres réels. Nous pouvons donc tracer la gaussienne, classique courbe en cloche, sur les nombres réels. Donc, nous pouvons déterminer un nombre z-alpha tel que la probabilité du module de z-alpha inférieur ou égal à z-alpha soit 1 moins alpha. Il s'agit d'une procédure que nous avons déjà utilisée pour les intervalles de confiance. Nous obtenons ainsi 2 points sur la droite réelle, moins z-alpha et z-alpha, qui délimitent une région dont la probabilité vaut 1 moins alpha. Nous partageons ainsi la droite réelle en deux régions. Une première région, entre moins z-alpha et z-alpha, sera la région d'acceptation et son complément sera la région du refus. Nous avons donc comme région d'acceptation l'intervalle moins z-alpha, z-alpha. La région des rejets, du refus, est la région R complémentaire à la région A. Il s'agit des nombres qui sont soit inférieurs à moins z-alpha, soit supérieurs à z-alpha. Comme pour les intervalles de confiance, cette démarche n'est pas unique. Si nous avons des raisons de procéder autrement, nous pouvons adopter des définitions unilatérales. Par exemple, nous pouvons définir un seul point z-alpha et définir comme région d'acceptation de moins infini jusqu'à z-alpha et comme région de refus de z-alpha jusqu'à l'infini. Ou alors, nous pouvons inverser les régions d'acceptation et de refus et considérer que la région d'acceptation va de z-alpha jusqu'à l'infini et la région de refus vient de moins infini jusqu'à z-alpha. Bien entendu, ces choix supposent que vous avez des raisons particulières ou des arguments en ce sens. Il n'est pas interdit de les utiliser du moment où ça correspond à votre problème.
Considérons maintenant une deuxième variable qui se trouve dans le théorème de Cochran. C'est la variable du qui2. Pour une variable du qui2, la plage de variation, ce sont les nombres réels positifs. Comme dans le cas précédent, nous pouvons considérer la courbe associée à la loi du qui2 et déterminer deux points positifs, Q2 min, Q2 max, qui délimitent une région des probabilités 1 moins alpha. Ici, la probabilité d'avoir un nombre Q2 plus petit que Q2 min sera alpha sur 2, alors que l'autre probabilité de Q2 inférieur ou égal à Q2 max sera 1 moins alpha sur 2. Ici encore, il s'agit d'une démarche que nous avons déjà utilisée pour les intervalles de confiance. Comme dans les cas précédents, nous délimitons ainsi une région d'acceptation et une région de refus. Ici, la région d'acceptation va de Q2 min à Q2 max. La région de refus est le complément de la région d'acceptation. De la même manière, si vous avez des raisons, vous pouvez adopter des définitions unilatérales. Par exemple, fixer un seul point Q2 alpha est considéré comme une région d'acceptation de 0 à Q2 alpha et comme refus de Q2 alpha jusqu'à l'infini. Bien entendu, vous pouvez aussi inverser ces deux choix et considérer l'acceptation des Q2 alpha jusqu'à l'infini et les refus de 0 à Q2 alpha. Encore une fois, ces choix dépendent du problème particulier que vous êtes en train de traiter. Si vous avez des raisons ou des arguments pour l'utiliser l'un ou l'autre, vous pouvez. Récapitulons. Pour un test, il faut commencer par définir l'hypothèse H0. Puis, associer une variable z à l'hypothèse qui est supposée vraie dans un premier temps. On doit alors choisir alpha, qui est un risque. Il s'agit de la probabilité de refuser une hypothèse qui est vraie. Le plus souvent, on utilise alpha égale à 5%. Avec la valeur d'alpha et la variable z, on construit la région du refus ou celle d'acceptation. Il est équivalent de construire A ou de construire R puisque ce sont des ensembles complémentaires. Pour prendre une décision, on calcule la valeur de Z correspondant aux données. La décision est prise en regardant si Z tombe dans la région d'acceptation ou dans la région du refus. S'il tombe dans la région du refus, l'hypothèse est rejetée. Et s'il tombe dans la région d'acceptation, l'hypothèse est acceptée. Donnons un exemple. Un fabricant nous annonce un béton dont la résistance à la compression est de 20 plus ou moins 2 mégapascales. Nous testons 10 éprouvettes et nous trouvons une moyenne de 17 mégapascales avec un écart type de 2 mégapascales. Question, ces résultats sont-ils cohérents avec les données du fabricant ou sont-ils contraires aux données du fabricant? Il s'agit d'un problème de test d'hypothèse.
Notons X, la résistance à la compression du béton de ces fabricants. L'allégation du fabricant est que la variable X a une moyenne de 20 avec un écart type de 2. Nos données sur 10 mesures nous donnent une moyenne empirique de 17 et un écart type empirique de 2. Nous allons tester l'hypothèse selon laquelle la moyenne d'X vaut 20, c'est-à-dire l'allégation du fabricant. Nous allons vérifier donc si cette affirmation, si cette hypothèse est cohérente avec nos mesures. Comme nous avons vu dans les théorèmes de la limite centrale, la moyenne empirique est une variable qui peut être approchée par une gaussienne. Donc, la moyenne empirique suit de manière approchée une loi normale de moyenne M et écart type sigma sur racine de n. Ici, M est la moyenne de x et sigma est l'écart type de x. Suivant les théorèmes de la limite centrale et aussi les théorèmes de Cochran, on construit une variable z dite réduite qui suit la loi normale des moyennes 0 et écart type 1. Donc, ici, notre hypothèse à tester est que la moyenne vaut 20, qui est la valeur donnée par les fabricants. Nous savons que l'écart type vaut 2. Cela a été confirmé par nos mesures. Et nous avons une variable qui suit une loi de Gauss réduite des moyennes 0 écart type 1. Nous allons donc déterminer Z alpha à partir de la loi de Gauss. L'hypothèse sera acceptée si la valeur observée de Z est inférieure à Z alpha en module. Elle sera rejetée dans les cas contraires. Ici, la valeur observée est de moins 4,7434. Nous allons examiner quel est le résultat du test pour des différentes valeurs de risque, allant de alpha égale à 0,1% jusqu'à 10%. Notez qu'alpha est la probabilité de refuser une hypothèse vraie. Lorsqu'on utilise un alpha de 0,1%, on veut être quasiment sûr de ne jamais refuser une hypothèse vraie. Alors que lorsqu'on utilise un alpha de 10%, on accepte de prendre un risque un peu plus élevé. Les valeurs sont déterminées à partir de la loi de Gauss. Nous remarquons que dans tous les cas, le résultat, c'est un refus de l'hypothèse. Il faut retenir qu'on rejette plus facilement quand alpha augmente et qu'alpha est la probabilité de refuser une hypothèse vraie, ce qui représente les risques du test. Reprenons l'exemple initial. Nous avions deux évaluations de la résistance à la compression du béton du fournisseur, chacune résultant de 15 mesures. Nous allons commencer par comparer les deux écarts types. D'après les mesures, ils sont différents. Pour valider ces résultats, nous allons tester leur égalité. En effet, pour valider une hypothèse, nous devons tester une hypothèse contraire au résultat des mesures. Tester l'hypothèse qui est déjà cohérente avec les mesures nous amènera juste à constater qu'elle est acceptée. Pour valider vraiment le résultat des mesures, nous devons être capables de rejeter l'hypothèse contraire. Donc,
Il faut tester une hypothèse contraire au résultat des mesures. Si cette hypothèse est rejetée, nous validons les résultats des mesures. Ici, ce sera l'hypothèse d'une différence significative entre les écarts types. Nous faisons appel au théorème de Cochran pour choisir une variable qui voici. En faisant l'hypothèse d'égalité des deux écarts types, la variable se réduit au rapport entre les carrés des écarts types empiriques, qui doit suivre une loi de Fischer avec n1-1 et n2-1 degrés de liberté. Nous allons donc déterminer dans cette loi un paramètre θmin et un paramètre θmax pour délimiter un intervalle d'acceptation. L'intervalle d'acceptation sera θmin, θmax. Pour les données disponibles, nous avons un θ observé qui est d'environ 2,9642. Et nous avons ici les valeurs de θmin et θmax déterminées à partir de la loi de Fischer pour des différents seuils alpha. Comme dans les cas précédents, on refuse de plus en plus facilement en augmentant alpha, et alpha est la probabilité de refuser une hypothèse vraie. Nous voyons que quand alpha est tout petit, nous acceptons l'hypothèse d'égalité des deux écarts types. Par contre, quand alpha prend la valeur 0,05, nous sommes juste à la limite d'acceptation. Et au-delà de alpha égale à 0,05, l'hypothèse d'égalité est refusée. On voit donc qu'il faut prendre un risque de 10% pour rejeter l'égalité des écarts types. Mais le résultat 5% est à la limite du refus. C'est une situation où vous pouvez décider de prendre le risque de supposer que les écarts types sont différents. Si vous ne souhaitez pas prendre ces risques, vous allez les supposer égaux. Maintenant, testons les moyennes. D'après les mesures, elles sont différentes. Donc, pour confirmer les mesures ou les infirmer, nous testons l'opposé. H0 est l'égalité des deux moyennes. En cas de refus, on valide l'hypothèse de différence. En cas d'acceptation, notre conclusion est que la différence n'a pas de signification statistique. La démarche dépend de votre décision précédente. Si vous avez supposé les écarts types différents, le théorème du Cochran vous indique une variable particulière à prendre, que voici. Elle suit une loi de Gauss de moyenne 0, écart type 1. La valeur observée est calculée à partir des données et a la valeur 0,555. Vous voyez ici les tableaux des régions d'acceptation pour des différentes valeurs d'alpha. On voit que l'hypothèse est acceptée dans tous les cas. Vous avez supposé les écarts types égaux, la variable est distincte. Il s'agit d'une variable qui suit la loi de Student-Fischer à n1 plus n2 moins 2 degrés de liberté et la valeur observée est à peu près identique, 0,555. Les seuils d'acceptation sont différents, mais l'hypothèse reste acceptée dans tous les cas. En conclusion, il n'y a pas de différence statistiquement significative entre les moyennes, et ceci est indépendant de votre décision concernant les écarts types. En fait, avez-vous décidé pour les écarts types? Sont-ils égaux ou différents? Nous achevons ici notre étude sur les tests d'hypothèse. Vous trouverez dans les cours écrits et dans la littérature
de nombreux tests, notamment pour comparer des moyennes à des valeurs théoriques, comparer deux moyennes, comparer des écarts types, comparer des proportions. Il ne me reste qu'à vous recommander de faire des exercices pour bien fixer les idées et apprendre à manipuler ces méthodes. Merci, au revoir.